Cette nuit, j'ai fini mon film. J'ai fini de mettre les derniers trucs. Je l'ai poussé au bout de ce que je pouvais. Je serais curieux d'alimenter une intelligence artificielle maison avec tout Kaamelott. Je m'adresse à ceux qui aiment. Les fans et revendiqués comme tels qui disent c'était mieux avant. Pardon, mais je bosse pas pour vous. Moi, je peux pas être conservateur avec Kaamelott. Je ne veux pas être conservateur. Bienvenue sur Click et abonnez-vous. Alors, c'est bon, oui, c'est à l'impératif. Abonnez-vous, mais c'est pas. Faites ce que vous voulez au fond. C'est un conseil. C'est un conseil sur un mode un peu comme un ordre, comme ça, mais c'est pas un ordre du tout. C'est abonnez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir et bienvenue dans Click. Aujourd'hui, on est avec une légende, Alexandre Astier. Réalisateur, acteur, compositeur, auteur, monteur, père de Kaamelott et, je dirais, expérimentateur. Ah, j'adore. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Expérimentateur parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout est vécu comme une expérience. Complètement. C'est vrai. Et en plus de ça, je crois qu'il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. C'est pas des trucs qu'on formule sur soi-même comme ça. Mais en fait, quand est-ce que je m'amuse, quand est-ce que j'ai envie de faire, quand est-ce que j'ai envie d'y aller, c'est quand il y a un truc à essayer. Ça peut aller d'une série d'objectifs pour la cam à une écriture un peu différente ou une autre formation d'orchestre, je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Et je dis expérience parce que l'expérience, souvent, ça évite, en tout cas, ça élude les notions d'échec ou de réussite. Ça reste des expériences. Est-ce que c'est pas la donnée essentielle quand on est un artiste, de voir les choses comme une expérience et de pas forcément prendre en compte l'échec, la réussite, l'industrie, les contraintes? Ça dépend si tu considères que l'expérience artistique pour le public, c'est de parier sur l'expérience de l'artiste qui l'a fait. Si c'est ça le deal, tu payes une place de cinéma, tu vas voir quelqu'un qui a expérimenté sincèrement, honnêtement, avec beaucoup d'efforts, un truc. Mais en fait, le deal, c'est pas forcément, ça marche. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. On va voir quand même quelqu'un qui a essayé quelque chose. Moi, je préfère voir les gens qui essayent que les gens qui me refont ce qu'ils ont réussi avant. J'avoue. D'ailleurs, il y a quelque chose de rare que tu viens de dire, c'est de dire que le deal, il est entre l'artiste et le public. Parce que sinon, il reste qui? Bah, souvent, les gens ils disent que c'est entre l'artiste, le producteur, le distributeur. Ah, oui, d'accord. Non, mais quand même, je veux dire, il faut se marier avec l'industrie parce que ça donne la chance de parler à beaucoup. Au bout d'un moment, celui qui est à respecter, c'est celui qui raque son billet. Mais dans un billet, je trouve que c'est très beau, le principe du billet, au théâtre aussi et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a le risque, en fait. Il y a le risque que ça ne plaise pas. Si tu enlèves le risque que ça ne plaise pas, c'est moins marrant, je trouve. C'est un truc assuré. Mais c'est bizarre, un truc rhétorique comme ça, parce que tu vas dans un spectacle, déjà, tu ne parles pas, c'est l'autre en face, tu payes, puis si ça ne te plaît pas, en fait, ça ne change rien. Tu sors et tu rentres chez toi en disant c'était de la merde, mais le deal est fait. Ça t'arrive que des choses que tu as fait toi te plaisent plus? Je regarde pas beaucoup ce qu'il y avait avant, mais quand tu parles d'expérience, par exemple, je trouve que un truc que tu as sorti à une époque, c'est l'expérience de cette époque. C'est qui tu étais à ce moment-là, qu'est-ce que tu avais envie d'essayer, avec qui tu as eu envie de le faire, qui est-ce que tu as réuni autour pour le faire, et c'est fini, quoi. On est ailleurs. Le but du jeu, c'est de montrer l'expérience de demain, même. Je regarde plutôt après que... Tu vois, par exemple, là, cette nuit, j'ai fini mon film. J'ai fini de mettre les derniers trucs. Je l'ai poussé au bout de ce que je pouvais. Je rappelle qu'il sort demain. Oui, mais il y avait encore un petit créneau pour rajouter un truc. Donc, j'ai enregistré une musique avant-hier chez moi à 5h du mat. J'ai ressorti les micros, je les ai mis à côté du mat. Et puis, voilà. Mais maintenant, ça ne me concerne plus. Sortir un film, il n'y a rien de plus collectif et rien de plus solitaire en même temps. Comment elle fonctionne, cette équation? L'effervescence est décalée. La mienne a eu lieu. L'effervescence d'une sortie, les gens qui le découvrent, le fait d'en parler tous les deux, tout ça, c'est maintenant. Et moi, c'est décalé. Et je crois que c'est ça qui rend solitaire un peu. C'est qu'en fait, tu constates chez les gens la surprise, bonne ou mauvaise, peu importe, je ne parle pas de bonne surprise, mais en tout cas, l'immédiateté de la chose, alors que toi, c'est un truc... surtout ce film-là, parce que j'en ai tourné 2 d'un coup. Donc, c'est 8 mois de tournage, plusieurs pays, de la post-prod qui m'attend encore pour la deuxième partie, de la compo. Donc, c'est une aventure. C'est un cran quand même dans ma vie. Celui-là, c'est une étape un peu... Voilà, elle est un peu conséquente. Et enfin, je respire, alors que les autres commencent à arrêter de respirer. C'est un peu décalé. Quand tu dis, par exemple, que le film a une semaine de la sortie, tu es encore dans ta chambre, que tu te réveilles à 5h du matin, comment le vivent les gens qui vivent avec toi? Ce film, il est tellement gros, il m'a beaucoup coûté. Je crois que
ils ont vécu avec moi pendant beaucoup de mois à devoir bosser tout le temps, mais moi, je bosse beaucoup chez moi, donc ça ne me coupe pas de ma famille, le fait de bosser. Parce que le montage, c'est chez moi, la compo est chez moi. Évidemment, il y a l'orchestre, il y a le tournage, mais une fois que le tournage est passé, c'est très domestique, le montage, très domestique, la post-prod est très domestique pour moi. Mais il y a un moment, c'est post-prod plus, c'est-à-dire, là, vraiment, il faut que je m'enferme pour finir. Là, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de nuit, il vaut mieux pas être là, parce que, tu vois, si jamais j'ai besoin de la maison pour faire du bruit, toute la nuit, il faut que j'enregistre des trucs, tu vois, donc j'ai besoin voilà, j'ai même pas un studio, mais c'est chez moi vraiment, quoi. Le matos c'est là, hein, c'est pas, j'ai pas un deuxième lieu. Elle vient d'où la pulsion? Est-ce que tu es réveillé dans la nuit parce que tu as rêvé d'une mélodie, ou tu as eu une idée qui est venue dans le sommeil, ou l'angoisse t'empêche de dormir et il faut que tu délivres ça? Ni l'un ni l'autre. Je sais qu'il faut. Tu sais, c'est facile. À un moment, tu as une scène, tu sais qu'il faut une musique dessus parce qu'elle est faite pour en avoir une. Ça se sent que quand elle en a pas, il lui manque un truc. Donc tu l'as en tête, tu te dis, il va falloir que je la fasse à un moment, celle-ci. Je parle des musiques que j'arrive à faire seul, hein, pas les musiques orchestrales et tout ça. Tu es obligé de le prévoir, évidemment, et d'écrire avant. Voilà. Mais pour les musiques seules, tu te dis, je ne cherche pas à anticiper. À un moment, je me dis, allez, il faut que tu la fasses maintenant. Tu as jusqu'à ce que tu tombes de sommeil. Vas-y, c'est maintenant qu'il faut la sortir, et voilà, tu la sors. La musique, elle est même dans ta façon, je trouve, de diriger les acteurs. C'est-à-dire que Kaamelott, pour moi, c'est un dialoguiste qui met des moyens de fou autour. Ouais. C'est-à-dire que... Tu pourrais même mettre un musicien qui se fait passer pour un dialoguiste qui met des moyens de... En tout cas, il y a un flow. Les dialogues, ils ont un flow, ils ont une musicalité. Comment est-ce qu'on écrit des dialogues avec de la musicalité? Quand c'est la seule chose qui t'intéresse, en fait. C'est vraiment la seule chose qui m'intéresse. C'est vraiment comment ça sonne. Je n'adhère pas à ce principe de dialogue qui dirait il faut que ça raconte quelque chose. Forcément que ça raconte quelque chose. Mais un dialogue, comme dans la vie, comme quand on parle, c'est pas vrai que les gens parlent pour expliquer. Quand on parle, on se détermine, on s'identifie, on se présente. À partir du moment où, je veux dire, imagine, tu es dans la rue, tu manques à te faire renverser par un vélo, tu rentres chez le boulanger, tu lui dis, vous savez pas ce qui vient de m'arriver? Déjà là, c'est fini, c'est pas la réalité. Tu vas essayer de faire résonner ce que tu dis parce que tu veux en obtenir quelque chose, impressionner avec une histoire. Est-ce que tu vas la grossir, la gonfler? Par quoi tu vas commencer? Est-ce que tu vas dire je? Est-ce que tu vas dire lui? C'est qui ton... De toute façon, à partir de ce moment-là, c'est faux. Je ne crois pas à la sémantique du texte. Un texte, ça doit sonner. On est au pays de Molière, on va dire, tout sonne. T'as pas une réplique de Molière qui n'a pas le bon truc, le bon timing, le bon machin. C'est comme ça. Audiard le disait, il faut que ça sonne. Et je me rends compte aussi que les gens que je suis, tu sais, sur les réseaux, que j'écoute, tout ça, que ce soit des mecs qu'on connaît ou des tout petits gars ou des tout petites nanas qui sont dans leur cuisine avec leur téléphone comme ça, machin, je suis toujours les gens qui ont un langage. Tu nous conseilles de cliquer sur qui, par exemple, à écouter? Que tu aimes bien écouter? J'aime beaucoup Mathéo Martin, que j'ai pris dans le film. Moguise, évidemment. J'aime beaucoup un mec qui s'appelle Jérôme Monstre, qui est plutôt Marseille, mais très étudié, très cool. Il y a un mec qui s'appelle Stéphane Léjean, qui est super, qui prend un personnage comme ça, qui est très technique, qui apprend un texte très compliqué. Il a un langage terrible. Il y a... qui c'est que je peux te dire? Il y en a plein. De toute façon, il y a des gens vraiment... Je trouve qu'Internet a apporté aussi la possibilité pour ces gens de ne pas répondre à une demande aussi. Ils sont chez eux. Et en fait, ils font comme ils veulent. Et pendant très longtemps, même, on n'a pas tellement l'impression qu'ils se forcent à quoi que ce soit. Après, des fois, le succès aidant, ils ont peut-être l'impression de devoir refaire des choses. Mais en tout cas, tu as toujours un moment où tu peux les choper comme ça, dans un truc qui leur appartient vraiment qu'à eux, où personne n'a perverti quoi que ce soit ou corrompu quoi que ce soit. Et tu as des petites perles, tu as des gens d'un talent extraordinaire, quoi. Et puis, ils ne passent pas par un parcours obligé, tu vois. Et le parcours obligé, je trouve que toi, on a essayé de te l'imposer. On t'a imposé des études artistiques, t'en as fait, mais tu disais, moi, enfant, tout ce que je voulais, c'était aller jouer dehors avec mon cerf-volant, je voulais pas forcément apprendre toutes les gammes. Et ensuite, quand tu as fait tes choses à toi, t'as cassé les codes. C'est-à-dire que souvent, on disait, bon, bah voilà, un film, il faut plusieurs auteurs. Toi, t'as dit non, ça me complexe, je peux le faire tout seul. Donc, tu écris tout seul. Ensuite, on t'a dit, un film, c'est une équipe de musiciens. Non, je sais faire de la musique. Tu fais la musique. Un film, c'est un monteur. Bah, t'apprends à monter. C'est-à-dire que ce que t'aimes dans ça, c'est je veux comprendre le logiciel. Finalement, est-ce que tu arrives à déléguer des choses? Beaucoup. Ouais. Énormément. Est-ce qu'il faut savoir maîtriser pour savoir déléguer? Je n'aimerais pas... Ou pour parler le langage? Ouais, je n'aimerais pas ne pas savoir parler avec quelqu'un. Ouais. Je suis content d'être musicien et de connaître les micros, les enregistreurs, les recorders,
d'avoir des notions de réverbération, d'espace sonore, de d'équalisation, parce que c'est vrai que je peux parler au mixeur, je peux parler au mec du son, et je suis... Tu sais, en fait, quand tu fais du cinéma, tu as la chance de côtoyer des gens qui sont des pointures. C'est des pointures. Il n'y a pas de gens qui savent... Ils ne peuvent pas faire du cinéma, les gens qui ne sont pas arrivés là. Ceux qui sont là, c'est qu'ils savent faire. Tu sais, ça coûte tellement cher. Et en fait... c'est dommage de passer à côté de leur truc. Ça ne veut pas dire de savoir faire ce qu'ils savent faire. Je ne sais absolument pas faire ce qu'ils savent faire, mais d'avoir les moyens de faire un pont entre toi qui mène un peu le bateau et eux qui sont dans un artisanat qui est beau en plus. Il n'y a aucun artisanat au cinéma qui est chiant, aucun, vraiment. Donc je suis content d'arriver à faire des ponts là-dessus. Mais ce que je ne fais pas, je ne le fais vraiment pas. Hein. Mais c'est ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu n'es pas dans la sémantique du surdoué chiant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, genre, je sais faire... tu vois, Prince. Oh, il a le droit, Prince. Il a le droit. Ouais. Mais ils sont pas Prince. Oui, oui, d'accord. Les Prince sans Prince. Les Prince sans les Prince. Princeless. Voilà, tu vois. Les Prince de Lu, tu vois. Oui. Non, mais parce que c'est pas, encore une fois, savoir faire des choses. Déjà, premièrement, on n'est jamais sûr de savoir les faire. Ouais. Il y a un monde où je ne sais rien faire et ça me va très bien. Peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toi, ta volonté de toucher à tout, c'est d'être capable de parler à tout. Je trouve que c'est un rapport au langage, encore une fois, on en revient au dialogue. Oui, et il y a un autre truc aussi, c'est que la musique, parce qu'il s'agit quand même toujours de musique, hein, le montage c'est de la musique, tout est de la musique, il s'agit quand même d'essayer de se débrouiller pour vivre dans un monde artisanal où tu ne formules pas les choses pour les demander. Et maîtriser les machines, c'est aussi jouer d'un instrument. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi je monte ça comme ça, je ne sais pas pourquoi je coupe ici ou que je vais chercher l'autre. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai fait avec les doigts. Et il faut que le corps parle. Il faut que tu touches. Ouais. Et j'ai déjà eu à vivre le truc où tu es dans un fauteuil derrière un monteur en lui disant il me semble que là, il y a trop, il me semble que là, il n'y a pas assez, il me semble que là, on peut... Au bout d'une heure, j'en peux plus de parler. Je ne veux pas parler, en fait, je veux le faire. J'aimerais qu'on commente ensemble une musique, parce que là, c'est un peu la masterclass. Je voulais être avec toi pour ça, vraiment. Et il y a plein d'auteurs de ta génération qui disent, moi, c'est le Eddie Murphy, Chris Brown. Ouais. Toi, c'est Louis de Funès. Ah, Louis de Funès. J'aimerais que tu commandes sa musique à lui. On regarde un extrait du Petit Baigneur. Regardez comme c'est gentil. Regardez. Hé, Castagnier! Castagnier! Oui, monsieur Fanchon. C'est vous qui avez fait ça? Oui, monsieur Fanchon. Ben, c'est très amusant. C'est très amusant. Mais vous savez que je n'ai pas toujours été comme ça. Lorsque j'étais tout petit, mais alors tout petit, ma bonne grand-mère m'appelait son petit baigneur. Non. Ton petit baigneur. Oh, quelle coïncidence. Quelle alors. coïncidence. Oh. Et pour m'endormir, cette bonne mémé me chantait... Oh non, oh, vous n'allez pas chanter. Si, je chantais là. Elle me chantait... Ferme tes yeux, mon bébé, mon baigneur. Mémé là, fais dodo, n'aie pas peur. En te voyant poteler et joufflu. Mémé, crois voir dormir là-haut. Enfant Jésus. Donc là, c'est un extrait avec la musicalité, la gestuelle et la façon de chanter de Louis de Funès. Et la rapidité. Et la rapidité. Comment est-ce que tu pourrais nous l'analyser, cette séquence? À mon avis, il va à une vitesse qui est légèrement surhumaine. Il n'est pas dans le réalisme du tout. Je ne sais pas si toute sa comédie, et je ne sais même pas si toute la comédie, en fait, vient pas du fait de créer des moments où le spectateur est sans arrêt en retard. Tu es toujours en retard sur De Funès. Parce que là, il a géré, il gueule derrière. Derrière lui, il gueule sur sa femme. Devant, il chante et il essaye qu'il ne s'entende pas. Et il tape. Tu n'es pas obligé de regarder l'image. Hein. Tu peux écouter le son. C'est dingue. Il y a tout. Est-ce qu'il est off-beat? Est-ce qu'il maîtrise le hors-temps? Parce que souvent, moi je comparais De Funès à un jazzman. Et les plus grands jazzman, c'est ceux qui maîtrisent le hors-temps. C'est-à-dire qu'il fait des ruptures de ton tout le temps. Ouais, il est dans le... Ouais, mais regarde, par exemple, quand il dirige Berlioz dans La Grande Vadrouille, au début, quand il dirige vraiment l'orchestre de Strasbourg avec Berlioz, il sort pas de l'appart. Le Berlioz est là. Mais en revanche, c'est un bon chef. Ça qui est dingue, quoi. C'est un bon chef. Dieu sait que c'est dur d'être un bon chef.
C'est hyper dur, la direction. C'est un bon chef. Et pourtant, c'est pas son boulot. C'est-à-dire qu'il a dû... Je sais pas ce qu'il a fait, il a travaillé un peu. Mais je veux dire, je suis sûr qu'il y a des musiciens d'orchestre expérimentés qui ont connu les plus grands chefs. Ils seraient curieux d'avoir ce mec-là en chef, vraiment, pour savoir ce qu'il donne. C'est un vrai, quoi. Et on a souvent... Je voulais te montrer Louis de Funès parce qu'on l'a souvent limité à ses mimiques. Oh, voilà. Alors que c'est pas ça. Non, mais même ce film-là, des fois, il me rend triste. Il y a beaucoup de films de Funès qui me rendent triste parce que je me dis, mais... Lui, par exemple, dans ce film-là, pardon, c'est un film... Il y a une scène extraordinaire au début où il vire Castagnier, justement, de son truc. Mais il y a quand même des scènes où il court après Galabru dans un truc, c'est un truc très, très cocasse, où il est dans un... Et il dit rien. Ils l'ont pris dans une espèce de course-poursuite, machin, et tu te dis, mais c'est pas possible d'avoir deux Funès chez vous et de rien lui faire dire, de rien lui faire jouer, mais faites-le jouer, arrêtez avec vos gags, vos trucs. S'il joue pas, on s'en fout, en fait. C'est des gags qu'il pourrait faire. Pour moi, c'est le jeu qui va, je m'en fous de ces mimiques et ces machins. Évidemment, les gens qui connaissent mal ou les gens qui... Ouais, ils disent, ouais, il est toujours en train de faire des grimaces, mais on s'en fout complètement, c'est pas ça le truc. C'est pas ça le génie de Funès. Le génie de Funès, c'est le jeu, c'est l'acteur que c'est. Donc, il faut le faire jouer. Il n'y a rien de meilleur qu'une scène avec Bourvil où il joue, ou quand il le reçoit, tu vois, dans le corneau, dans son bureau, parce qu'il faut qu'il l'embrigade et qu'il lui file le truc, il lui offre un cigare, l'autre machin, etc. C'est du jeu, c'est le jeu qui est bon dans De Funès. On n'en a rien à foutre qu'il nous fasse des grimaces ou qu'il fasse des gags. Mais ça, pardon, ça vient un peu des gens qui lui ont proposé des trucs. Et si tu pouvais le faire revenir et le faire jouer dans Kaamelott, qu'est-ce qu'il jouerait? Il jouerait un méchant. Il jouerait un Salluste. D'ailleurs, les gens ne savent pas trop ça, mais dans la saison 6, le personnage du méchant, il s'appelle Sallustios. C'est complètement en hommage à Don Salluste. Ouais, je trouve que ouais, je vous ferais jouer un mec comme ça qui a soit un goût très prononcé pour le fait de renverser Arthur, un truc un peu à la Is No Good, intrinsèque, tu vois. C'est dans son ventre, c'est l'ennemi juré, quoi. Ouais, je pense, un truc comme ça. Entre le moment où tu as commencé à écrire cette trilogie de Kaamelott et maintenant, il y a une révolution qui s'appelle l'intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais faire des nouvelles choses grâce à ça? Qu'est-ce que tu pourrais imaginer? Je serais curieux d'alimenter une intelligence artificielle maison avec tout Kaamelott. C'est vrai que tu as fabriqué la tienne ou pas? C'est pas une IA, non. C'est pas une IA. Non, c'est un robot Python qui me permet d'écrire sans me perdre et en respectant les fils. Par exemple, un robot Python. Est-ce que tu dis ça hyper naturellement? C'est un robot Python, attends. Alors non, mais c'est moi qui appelle ça comme ça. J'ai codé sur Claude. Donc Python, c'est un langage informatique, de codage à l'ancienne, normal, pas intelligence artificielle. Et j'appelle mon petit robot parce que j'ai l'impression d'avoir un petit R2D2 qui m'aide à faire des trucs, tu vois. Mais c'est de la programmation classique, de tri, de classement, d'ordre, pour se rendre compte de ce qui manque, pour te rendre compte de à quel point telle arche narrative est bien gonflée par rapport à une autre qui est moins étoffée, qu'il faut privilégier. Ça fait combien de temps, en minutes, qu'on n'a pas parlé de tel sujet, comme ça. Enfin, tu vois, ça m'aide, quoi. Parce que c'est un bordel, quand même. Le deuxième volet, c'est en deux. C'est toi qui as codé ça? Ouais. Eh ben quoi? À quel moment? À un moment où j'aurais pas dû faire ça. Mais oui, j'adore. J'adore ça. Le code, c'est génial. Après, l'IA, je pense qu'on peut nourrir une IA, pas une IA en cloud, une IA chez soi, tu vois. T'en prends une sous un modèle qui parle français, donc peut-être un Claude, je sais pas, et tu lui fous à bouffer tout ce que j'ai écrit. Les spectacles, il bouffe tout ça. Qu'est-ce qui sort? T'as déjà essayé, j'imagine. J'ai commencé, c'est un peu chiant. C'est fastidieux, ouais. C'est un petit peu chiant. De faire sa propre IA, c'est possible, c'est même abordable. Mais je suis pas persuadé que j'ai envie qu'il me sorte quelque chose parce qu'il a bouffé ce que j'ai fait avant. Je sais pas si ça m'intéresse tellement. Au contraire, l'expérience, est-ce que c'est pas justement de changer à chaque fois? J'aimerais qu'on fasse un truc ensemble, c'est qu'on regarde la bande-annonce de Kaamelott. Oui. Et qu'après, on pose quelques petites questions essentielles qui sont dans cette bande-annonce, parce qu'il y a plus fort que l'IA pour te rappeler ce qui va, ce qui va pas. Il y a les fans. Je sais pas s'ils sont plus forts que l'IA. Ils sont peut-être au moins aussi forts que l'IA. Voilà, on regarde la bande-annonce. Nous sommes convoqués à la nouvelle table ronde d'Arthur Pendragon. Si on me convoque à la nouvelle table ronde, j'y vais. En tant que vétéran, vous pouvez peut-être louper le début.
C'est un message des dieux, c'est sûr. Je vous préviens, si on n'arrive pas au bateau à l'heure, on part pas aujourd'hui. Ah, mais 2 secondes peut-être, non? L'aventure, c'est pas la va-vite. Allez hop, table ronde. Passons directement au sujet principal de cette première réunion, les quêtes. Oh, attendez, c'est pas Arthur Pendragon qui préside? Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage. Bon sang. Oh là. Tout doux les foufous. Pourquoi est-ce qu'on partirait à l'aventure? Est-ce que les rois risqueront de n'être soudain plus personne? Non mais vous connaissez ma loyauté, sire. Je n'en ai aucune. De fouler les collines et les prairies nouvelles, d'où surgiront les adversaires? Et les alliés nouveaux? Merlin! Je viens ici te trouver. Vous êtes sûr qu'on a besoin de tout ça? Vous m'entendez? Seront-ils des chevaliers? À vous de me dire. Vous en étiez où avant que j'arrive? On en était aux quêtes. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait merde. Et c'est pas encore voté. Plein de questions avec cette bande-annonce. Alexandre Astier, est-ce qu'on est prêt ou pas pour en parler? Oh là, quand vous voulez. Alors, on commence avec le fantôme du roi. C'est à 1 minute 26 dans la bande-annonce. Le fantôme du roi, père de Lancelot, attendu par les fans depuis des années. Est-ce que ça nous annonce du surnaturel, pour de vrai? Ah ouais. Il est à la toute fin du premier volet, il apparaît une fois. Et là, il est vraiment... Parce que Lancelot s'est réfugié dans les ruines du château de son père quand il a été viré de Camelot abattu. Et là, il se retrouve avec son père à cohabiter. Voilà, bon, c'est un père qui fait 20 mètres de haut, mais bon. Est-ce qu'on part dans une dimension Game of Thrones, là? À ma sauce. Ouais. Tout marche pas. J'ai pas dit qu'ils s'entendaient bien, j'ai pas dit qu'ils se comprenaient même. Mais je veux faire exister l'heroic fantasy dans Camelot depuis toujours. Parce que pour moi, c'est des petits humains qui sont aux prises avec des choses qui sont trop fortes pour eux. Pour que ce soit trop fort pour eux, il faut des gros trucs, des effets, de la musique symphonique. Il faut envoyer dehors pour que ce soit bien lourd, bien dur et bien extrême, les décors aussi, pour que eux ils soient comme ça. Comment est-ce qu'on construit une cosmogonie? En aimant faire tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce que tu racontes constitue un monde complet. Il faut que tu puisses faire une romance, il faut que tu puisses faire une scène à 2, une scène à 12, une scène à 60, il faut que tu puisses faire une scène de bataille, une scène qu'il puisse y avoir des énigmes, qu'il puisse y avoir des effets, qu'il puisse y avoir des... Si jamais tu crées quelque chose dans lequel tu t'ennuies pas, en fait, tu mets des piliers comme ça à un monde qui tient de plus en plus debout parce que tu l'as abordé de manière domestique, ménagère, épique, amoureuse. Et là, ça commence à sortir du film pour devenir une cosmogonie, j'aurais pas osé, mais un petit lore. Monde, oui. Un lore, tiens, voilà, très bien. C'est quoi le lore de Camelot? Dans quoi c'est basé et c'est quoi les codes de cet univers et de ce monde? Par quoi il est régi? Alors, le lore de Camelot, c'est le médiéval fantastique qui pourrait correspondre à un monde générique de jeu de rôle, comme Warhammer ou une sorte de un donjon dragon vraiment basique, quoi. Alors que c'est pas médiéval dans le sens féodal, puisque ça se passe au 5e siècle, donc on est à la chute de l'Empire romain, au tout début du Moyen-Âge, en tout cas tel que historiquement on nous le narre, mais en fait il est de culture romaine, donc Rome compte beaucoup, et on est dans un monde qui correspond au nôtre, au 5e siècle à peu près, et encore une fois, il y a dans un monde comme la Bretagne, la Grande-Bretagne en fait, la magie existe. C'est ça que c'est pas réaliste, c'est heroic fantasy. On est dans un jeu de rôle, pour moi. Est-ce que, pour des Bretons, ça a vraiment existé? Parce que c'est des mythes et légendes, en fait. Il y a des gens qui peuvent vous dire, bah non, mais vraiment, ici, il s'est passé des choses. Brocéliande, Merlin l'Enchanteur... Ouais, alors moi, la Bretagne, c'est la Grande-Bretagne, donc c'est l'Angleterre. C'est pas la petite, mais le royaume d'Arthur, en fait, c'est la Grande-Bretagne et ça descend jusqu'à l'Espagne. Ça, en fait, le royaume d'Aquitaine est chez lui aussi. Donc, ça fait une grande bande comme ça avec l'Armorique et tout ça. Et en Angleterre, il n'y a pas eu de roi Arthur. Il n'y a pas une existence d'un vrai roi Arthur archéologique avéré. Mais il y a des rois qui sont censés avoir fédéré les tribus
Et souvent, le roi Arthur est fait d'une espèce de chewing-gum de plein de ces rois-là, mais comme un peu notre Mérovée ou notre Clovis. Est-ce qu'on peut dire que Kaamelott, c'est de la réappropriation culturelle de Disney qui nous a volé Merlin l'Enchanteur? Ouais, si tu veux. Et à la base, un gars de Brest. Oui, si tu veux. Mais enfin, qu'est-ce qui n'est pas de la réappropriation culturelle à partir du moment où tu l'as pas vécu? Je pense que c'est impossible. Oui, ça, si tu veux, oui. Si tu veux. Disons-le, on est des oufs. On continue avec la bande-annonce. 1 minute 12, Virginie Ledoyen dans le rôle d'une méchante. Ouais. Qui passe ça? Absolument. En fait, c'est la demi-sœur d'Arthur. C'est un rôle qui était tenu par Anouk Grimberg dans la série. Et c'est Virginie Ledoyen qui le tient maintenant. Moi, je trouve qu'elle fait vraiment flipper. Je trouve que... C'est vrai que c'est une Dark Ledoyen, là. Ah bah là, je trouve que... Pardon, hein, elle est formidable dans d'autres trucs, mais je trouve que les méchantes, ça lui va largement, aussi bien que le reste. Et alors, j'aimerais qu'on reste sur cette photo, parce que déjà, à droite, il y a un personnage très belliqueux, et à gauche, il y a une personne qui fait un truc chelou avec son pied. Tu veux savoir ce que c'est? Ouais. C'est dur de dire ça. Elle essaye de se dégager d'un pied jaloux. Un pied jaloux, très bien. Donc du coup, elle est avec une barre en fer en essayant d'ouvrir le mécanisme. C'est vrai qu'elle est dans le flou et qu'on ne le voit pas. Elle n'est pas en train de faire un numéro de cabaret, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais est-ce que c'est un luxe de réalisateur de dire, toi, tu vas te dégager d'un pied jaloux pendant que je filme la méchante en gros plan? Bah oui, avec le feu et tout. Parce qu'en fait, il se passe un truc, c'est que quand Virginie Ledoyen entre dans une pièce, la cheminée redouble de volume. Elle rentre, ça fait... avec la musique symphonique qui va bien derrière. Donc, je crois qu'on l'a bien servi, mais c'est vrai que c'est dans un genre quand même, hein. On est d'accord. C'est dans un style. On continue à analyser la bande-annonce avant que les fans s'en emparent. Absolument. 1 minute 35. Oui. James joue Trevor. James, qui est James? C'est mon 5e enfant, c'est mon petit garçon James. Un des chevaliers de la table ronde. Et il a un rôle important dans le nouveau film. Ouais. Est-ce qu'on spoil déjà ou pas? L'image nous le dit un petit peu, qu'est-ce que je peux dire? C'est l'histoire de... Il a un tout petit rapport avec Anakin Skywalker. C'est qu'en fait, il est très intéressé à devenir méchant. Ce qui nous amène à 0 minute 48. Arthur se rend à la table ronde avec un plan qui rend hommage à Star Wars et fait penser au char des sables des Jawa. C'est vrai? Ah putain, c'est vrai. C'est vrai. Il est un peu... c'est le lieu de la table ronde dans le deuxième volet. C'est une ancienne usine d'armes de jet. C'est pour ça qu'elle est très haute comme ça, avec des grues de partout. C'est un truc qui est recyclé en table ronde, mais avant, c'était pas fait pour ça. Et ce bâtiment-là, il est un peu fabriqué en décor comme un ziggurat, tu vois, il est un peu comme ça en forme pyramidale. Et c'est vrai que dans les couleurs et dans les teintes, c'est vraiment la chenille des Jawa. Ouais. 1 minute 43, la grande moula, Alain Chabat, qui a une coiffure exceptionnelle et qui porte du pan sur lui. Du pan. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas sa coiffure. Ouais. Il lui est arrivé quelque chose dans le film juste avant pour qu'il soit comme ça. D'accord, donc on ne spoil pas. Non, mais c'est pas sa coiffure. Ça le devient, mais ça l'est pas. Est-ce que quand on dirige Alain Chabat, il y a un espèce de combat de chef de qui a le plus la connerie et qui sait le mieux ce qu'il fait? Non, parce que c'est très studieux. Quand il vient chez moi ou quand je vais chez lui, là, que j'ai fait une voix sur l'Astérix qu'il a fait, c'est très studieux. Il me demande vraiment ce que je veux. Quand je vais chez lui, je lui demande vraiment ce qu'il veut, parce que je voudrais qu'il soit content de ce que je fais tout le temps. Non, pas du tout. Il y a une vraie estime entre vous. De sa part, je ne me permettrai pas de le dire, mais moi, évidemment, que c'est quelqu'un qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi, de ce qu'il pense des choses, de ce qu'il fait. Et puis, je ne sais pas, une espèce de... Il n'y en a pas beaucoup, quand même, qui ont une espèce de classe comme ça, du début à la fin. Quand je dis la fin, maintenant, hein, mais depuis le tout début, il y avait quelque chose chez Chabat, des nuls, de tout ça, un truc un peu british comme ça, une élégance permanente, quoi qu'il fasse, même s'il passe une émission entière à lâcher des caisses, ce sera quand même classe, quoi. C'est magique. Je trouve qu'il y a quelque chose de dingue aussi, c'est un point commun, c'est que il y a ouvrir les portes, mais il y a quelque chose de plus dur à faire, c'est ouvrir les esprits. De faire réaliser aux gens que c'est possible, en fait. Qu'on peut sortir du cadre, qu'on peut penser en dehors de la boîte. Je pense que c'est quand tu as envie d'être heureux dans ce que tu fais et que j'imagine que Canal+ a représenté aussi cette fourmilière-là, aussi c'est une télé qui se voulait différente, et du coup, les gens qui sont rentrés dedans, c'est comme les Deschiens, c'est comme tout ça, il y a quand même un truc, c'était là que ça arrivait, quoi. Mais oui,
Ouais, le cadre, j'ai bien peur, malheureusement, qu'il n'y ait pas de bon cadre, en fait. Jamais. Il faut forcément taper dedans. Hein. Parce que Kaamelott, ça ne rentre dans aucun cadre, aucune convention. Non, et c'est d'ailleurs, ça a été un problème, parce que tu as affaire souvent à des gens qui ont des habitudes, en market, peu importe, tu vois. Et tu es sans arrêt en train de dire, non, mais c'est peut-être ça ne marche pas tout à fait comme ça. Faut pas trop se fier à ce qu'il y a eu avant, parce que c'est ça, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il faut le faire pour ça. Il ne faut pas faire croire que c'est autre chose. J'aimerais qu'on commente un autre extrait de la bande-annonce. Oui. Le monstre. Alors, on ne voit pas tout. Bah... ouais, mais alors, je commente comment qu'est-ce qui vient? C'est quoi l'inspiration? Comment on crée un monstre? Écoute, c'est un dignitaire d'un autre plan. J'essaye de ne pas spoiler trop. C'est un dignitaire d'un autre plan. Donc, il a fallu qu'on le compose avec tout le monde, en imaginant comment il est habillé, à quoi il ressemble, quelle est sa particularité, pourquoi est-ce qu'il a ces accès d'énergie, là, comme ça. Et je crois qu'il est réussi. Quand on a un affect comme ça avec les fans, est-ce qu'on se retrouve dans la même position que des réalisateurs comme George Lucas? Je ne sais pas si tu as vu ce film qui s'appelle People versus George Lucas. Non. Où c'est les fans de Star Wars qui vraiment lui demandent des comptes. Ouais. De manière parfois agressive. Et où George Lucas, on voit que ça a été à la fois une bénédiction, mais que toute sa vie, il doit quelque chose à ses fans, qu'il ne peut rien faire sans les décevoir, que ça peut parfois bloquer la créativité ou la liberté. Ouais. Est-ce que tu ressens ça? Ou certainement pas comme lui, c'est sûr. Mais il y a un truc qui est que ça m'a beaucoup aidé de savoir de penser à ce garçon souvent. Parce que je me dis, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, si je rentre dans une salle et que George Lucas me fait un Star Wars auquel je ne m'attendais pas, je suis heureux. Profondément heureux. Parce que c'est lui le père. Parce que c'est à lui d'anticiper Star Wars. Ce n'est pas à moi. Donc, je me sers de ça. Et je le dis avec beaucoup d'affection, les fans, je ne sais pas si... Je pense à... Tu vois que, par exemple, quand j'ai emmené ma fille aux 30 ans de Star Wars, elle était toute petite déjà, on est allé aux 30 ans de Star Wars au Rex, et je me souviens qu'il y a des mecs qui étaient là pour traverser la salle avec un cosplay et un sabre en plastoc lumineux et à gueuler au milieu du film et tout, etc. Et je me disais... moi, j'emmène ma fille pour qu'on voit Star Wars, en fait. J'ai pas envie que ce soit toi le spectacle, je m'en fous un peu de tes histoires. Et en fait, je me rends compte que je ne m'adresse pas aux fans. Je m'adresse à ceux qui aiment. C'est complètement différent. Je m'adresse à ceux qui aiment Kaamelott, pour ce qu'il y a dedans, et pour ce que je leur mets, et pour leur capacité à potentiellement avoir confiance en les surprises que je peux leur présenter. Je m'adresse à ceux qui aiment. Les fans, et revendiqués comme tels, qui disent « c'était mieux avant », pardon, mais je ne bosse pas pour vous. Mais il y a une dichotomie entre vous aimez Kaamelott et vous aimez Alexandre Astier. C'est-à-dire vous êtes tellement en symbiose avec l'œuvre. Oui, mais ceux qui sont en symbiose avec l'œuvre uniquement, ça veut dire qu'ils aiment le Kaamelott d'avant. Ça veut dire qu'ils sont nostalgiques du Kaamelott d'avant. Ça veut dire qu'ils, quelque part, ils sont conservateurs avec Kaamelott. Moi, je ne peux pas être conservateur avec Kaamelott. Je ne veux pas être conservateur avec rien du tout. Ça va changer, ça va bouger, parce que c'est un monde, et que si jamais il ne bougeait pas, il serait mort, et que c'est un monde vivant. Par exemple, il y a un truc évident, c'est que puisque c'est un monde, il y a des jeunes. Sinon, ce n'est pas un monde. Si c'est les mêmes qu'il y a 20 ans, déjà, bon, faut faire gaffe, parce que ça va se dépeupler, mathématiquement, à commencer par moi, mais il y a des jeunes, parce que il y a des jeunes que le roi Arthur, qui pourtant est un mec qui se décourage, qui a plus envie, qui machin. En fait, il y a des jeunes qui ont rêvé du roi Arthur, rêvé d'être chevalier, rêvé d'être autour de la table ronde, rêvé de partir à l'aventure. Et lui, ça l'impressionne, Arthur, ça. Ça l'impressionne de voir des mecs qui ont envie. Donc, il n'y a pas de monde s'il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas de monde s'il n'y a pas de nouveaux. Il n'y a pas de monde s'il n'y a pas de nouveaux personnages, et des gens pas connus, et des gens jeunes, et des gens que vous allez découvrir. Sinon, je ne fais pas mon métier. Puis sinon, je m'emmerde. Tu parles de tes personnages comme si tu les connaissais bien. Je me permets de le dire alors que c'est pas vrai, mais tous mes personnages, absolument tous, que ce soit les premiers jusqu'aux derniers, ils m'ont été inspirés par l'affection, souvent secrète, que je portais à quelqu'un. Que ce soit quelqu'un que je découvre et que je ne connais pas, que ce soit quelqu'un qui est très connu, tu parlais de Chabat,
c'est évident, l'affection que je peux porter à Chabat et l'envie que j'ai de lui écrire des trucs. Il y a ça, mais des gens, des fois, que j'ai vus une fois ou sur une scène faire un truc, rentrer, sortir, et puis je me dis... Et puis il reste dans un coin de ma tronche, tu vois. Et des fois, souvent au dernier moment, on me dit, mais tu sais t'as personne pour ce rôle-là. Et il n'est pas écrit en plus. Je dis, bah non, il n'est pas écrit puisque j'ai personne. Il ne peut pas être écrit. Mais par contre, cette nana-là, je l'ai vue, machin, vous pouvez l'appeler? Et puis du coup, vous lui demandez si ça l'intéresse. Et du coup, si elle dit oui, je vais lui écrire un truc et puis elle viendra. Et puis voilà, ça se fait plutôt comme ça, moi. Mais ça part d'une envie de connaître quelqu'un et ça part d'une affection pour un langage. On a parlé d'Alain Chabat dans les influences, en tout cas françaises. Il y a une question que je me posais, c'est Albert Dupontel. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a influencé? Oui, parce que de toute façon, au-delà du grand talent qu'il a, je crois que je suis touché par les gens qui prennent la comédie, déjà qui n'appellent pas ça forcément comédie, ça me fait du bien, et puis qui font les choses sérieusement. Les conneries sont faites sérieusement. Depuis toujours, chez Dupontel, c'est fait très sérieusement. Bernie, il déconne pas. Non. Pardon d'évoquer un film qui est vieux pour lui, mais je veux dire, Bernie déconne pas du tout. C'est un orphelin, oui, c'est un mec paumé, oui, machin, mais il se moque pas de son perso. Il essaye pas de nous faire rire. Il raconte un mec vraiment bien, au fond, jusqu'au bout, avec précision. Et il faut s'inspirer de ces mecs-là. Ils font du bien, ces mecs-là. Mais surtout, quand on parle avec Albert Dupontel, on se rend compte que dans son cinéma, il a fait 10 Bernie, en fait. Que c'est quasiment toujours la même histoire qu'il raconte avec des personnages, des histoires, des trames différentes, que c'est toujours les mêmes mécanismes. Et comme tu le dis, c'est un fond extrêmement sérieux, extrêmement triste, extrêmement des fois, dur. C'est noir, oui. Ça. Il a un bout de noir, oui. Mais c'est très important. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien quand tu écris de sentir qu'il y a des gars qui donnent du crédit à cette écriture de comédie. Parce que il y a la comédie, la grande erreur pour moi, même des fois dans l'industrie, c'est la promesse de faire rire. Elle est terrible, la promesse de faire rire. On ne promet pas de faire rire. On promet d'être intéressant, à la limite, ou d'essayer, humblement, d'être intéressant. En tout cas, tu nous as mis la tête dans les étoiles avec l'Exoconférence. C'était... Si vous avez l'occasion de voir ce truc, cliquez dessus tout de suite, parce que c'était passionnant. Et j'aimerais te confronter au travail d'un autre réalisateur, parce que j'ai toujours voulu parler de ces films avec toi. Je voulais qu'on parle des films de Nolan. Et d'abord, on va faire un lien direct avec l'Exoconférence. J'aimerais qu'on regarde ensemble un extrait d'Interstellar. Et puis après, je te laisse. On regarde. Là, le voilà. C'est le trou de verre, là. J'ai entendu, pas la peine de le postillonner. C'est une sphère. Évidemment, tu croyais que ce serait un simple trou? Non, c'est juste que j'ai vu un tas de graphiques et tout, Sur les graphiques, ils veulent montrer comment ça marche. D'après eux, si tu veux aller d'ici à là, et que c'est trop loin, alors un trou de verre courbe l'espace comme ça, ce qui te donne un raccourci vers une dimension supérieure. D'accord? Alors pour l'illustrer, ils ont figuré un espace en 3 dimensions, en 2 dimensions, ce qui nous donne un trou de verre en 2 dimensions. Un cercle. Et c'est quoi un cercle en 3 dimensions? Une sphère. Ouais, tout juste. Un trou sphérique. Mais qui l'a placé là? Qui doit-on remercier? En tout cas, moi, je dis merci à personne tant qu'on revient pas en un morceau. Je t'écoute. Je trouve que ce film est hypnotisant. Je trouve que ce film est bouleversant. On peut pas regarder ce film et ne pas en être changé. Je trouve que la représentation du trou noir, la représentation de ce à quoi il correspond dans le sens de la relativité, de la théorie de la relativité générale. Il y a un truc qui est complètement dingue. La représentation d'Interstellar du trou noir, elle est validée à 99% par tous les astrophysiciens du monde. Elle est exacte, elle est précise, elle est étudiée, voilà. Et c'est parce que je dis que ce film est bouleversant et que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma que je me permets de dire que il explique trop les règles du jeu. Il explique tout le temps. Dans Inception, il explique. Et je trouve... C'est émouvant parce qu'évidemment que tu as envie d'être compris quand tu as bossé un truc pareil. Et je veux dire, le travail qu'il a effectué pour montrer la relativité générale au cinéma à un tout public, c'est un travail colossal.
Et il y a et du travail et une dose de talent qui est incroyable. Et donc, tu as envie qu'on te comprenne. Et donc, tu as envie de donner les clés. Et c'est élégant comme il donne les clés. Le joli stylo, la feuille avec le logo NASA, le geste simple, le truc. Sauf qu'il parle à un mec, s'il est là, en fait, il devrait un peu le savoir aussi. Donc, bon, bref, l'autre est vrai qu'il n'y a pas pensé. Bah oui, il le sait un petit peu quand même, ce que c'est qu'un trou de verre. Peu importe. Mais j'aurais voulu avoir tous les pitchs de Nolan. Tous les pitchs de Nolan, c'est des trucs où je me dis, oh, putain, mais quelle idée. Oppenheimer, c'est pas un pitch en soi, mais je veux dire, c'est un truc qui me fascine. Ça tombe bien, parce qu'on continue avec Inception. Et ben voilà. J'aurais cru que l'espace onirique était entièrement visuel, mais c'est plus affaire de sensations. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si on se met à bidouiller les propriétés physiques ? C'est carrément dingue. C'est sûr. Cette scène-là. C'est beau, hein. En dehors du fait que ça fait penser aux travaux à Paris, mais c'est un autre sujet. Ouais, mais c'est nous, ça. Il y a quelques personnes sur la planète que ça fait un peu chier que ça se passe en bas de chez eux. Ouais. Mais sinon, tout le reste, c'est féerique. Regardez Emily in Paris, ça fait rêver tout le monde. Non, elle est magnifique, cette scène. C'est un truc... C'est quand même dingue. Tu dois être quand même un peu heureux, ou en tout cas, quand tu arrives à montrer aux gens tes idées les plus intimes, tes rêves même. Qu'est-ce qu'il y a d'intime dans cette idée ? Que c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose avec lequel il l'a forcément pensé tout seul. Il l'a forcément, je sais pas. Il y a un truc, pour moi, ça vient d'une intimité à lui. Je vois pas comment on fait ça à plusieurs, quoi. Enfin, c'est un truc et c'est hyper dur d'exposer des idées intimes à une équipe. Et c'est ce qu'il y a de plus poétique dans notre métier, je trouve. C'est que toutes les personnes qui sont ici, au-delà d'être de grands pros techniquement, que ce soit... Là, ça peut être des VFX, ça peut être, tu vois, les gens des costumes, les gens des... Ce sont des gens qui savent extrêmement bien faire leur métier, c'est une chose. Mais ils savent se taper un metteur en scène qui vient en leur disant « Écoutez les gars, je suis désolé, j'ai une idée. C'est un peu fragile, c'est un peu dur à dire. Il va falloir que je la formule, je ne sais pas exactement. Mais tout ce que je peux vous dire jusqu'à maintenant, c'est que j'ai l'impression que ça ressemble à ça. T'as pas un mec, t'as personne qui va faire ce qu'il raconte. Ouais. Non, non. Leur métier, c'est d'essayer de savoir, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce que tu as voulu dire par là et de s'en rapprocher au max. Et qu'est-ce que toi, tu as compris de la fin avec la toupie ? Qui te dit que j'ai compris la fin ? Non, j'ai pas dit est-ce que tu as compris, j'ai dit qu'est-ce que tu en as compris ? Moi, rien. J'ai pas compris Tenet non plus. En revanche, je suis désolé, mais je n'ai pas besoin de comprendre pour aller chez lui. Je trouve que c'est d'une élégance extrême que de me faire confiance en me proposant ces idées-là. Donc, ça va, moi, je préfère qu'on me fasse confiance plutôt qu'on me mâche le boulot. Après, j'ai pas tout compris, c'est pas grave. J'aurais quand même voulu avoir l'idée de Tenet. Je trouve que le pitch de Tenet est dingo. On va cliquer sur Tenet, c'est disponible sur Netflix. Et on a cliqué sur un moment en particulier, le voici. L'autre va en marche arrière. Vous pouvez les différencier ? Et maintenant, elle est inversée. Son entropie va en marche arrière. Et donc, à nos yeux, son mouvement est inversé. Nous pensons que c'est dû à une radiation inverse déclenchée par fission nucléaire. Elle vient pas de chez vous ? On ne sait pas encore les faire. Alors elle vient d'où ? Quelqu'un dans le futur les fabrique et elle remonte jusqu'à nous. Essayez. Il faut d'abord l'avoir lâché. Comment elle peut bouger avant que je la touche ? De votre point de vue, vous l'avez attrapée.
Mais du point de vue de la balle, vous l'avez fait tomber. Mais la cause précède l'effet. Non, c'est ainsi que nous voyons le temps, c'est tout. Bon, et le libre arbitre? La balle n'aurait pas bougé si vous n'aviez pas mis la main au-dessus. Qu'on fasse lecture avant ou arrière, c'est vous qui avez causé ça. Essayez pas de comprendre. Ressentez. Est-ce que cette phrase « n'essayez pas de comprendre, ressentez », c'est pas la clé pour comprendre le cinéma de Christopher Nolan? Bah si, mais du coup, pourquoi il nous explique du coup Qu'il faut pas comprendre? Oui, n'essayez pas. Parce que peut-être que lui comprend plus non plus. En fait, ça se voit qu'il est fasciné par la science, parce que le fait de dire que le temps n'est pas forcément une suite de causes et de conséquences, et que le temps serait plutôt étalé sur un grand filet, comme ça, de l'espace-temps sur lequel on se trouve, mais que c'est pas parce qu'on fait quelque chose que quelque chose d'autre existe, et c'est quelque chose qui est étudié très sérieusement et très concrètement par des gens aujourd'hui. La nature du temps. La nature du temps, pas le temps, le nôtre, pas la montre. Le temps comme donnée, on ne devrait pas d'ailleurs utiliser le même mot pour ça, la dimension du temps astrophysique. Il y a peut-être un monde où effectivement tout est déjà fait, tout a déjà. C'est pas parce qu'on va faire ça qu'on va débouler sur ça. Tu parles d'un espèce de multivers. Tu crois à ces théories-là, de monde parallèle? Moi, je n'utilise jamais le mot croire. Croire, j'ai pas besoin de croire. Il n'y a pas de religion chez moi. C'est interdit, absolument interdit. Je suis pour l'existence du point d'interrogation, mais je suis pour le respect du point d'interrogation. Il n'y a rien que je déteste plus dans la vie que les gens qui voient un gros point d'interrogation, qui est le nôtre à tous, hein, la mort, et qui disent « nous, on sait ». Tu sais pas. Il y a vraiment des gens, ils font ça. Il y a des gens qui leur posent une question sur l'inconnu, ils sortent la Bible chrétienne, machin, en disant machin, donc on sait. Non, tu sais pas. Non, tu ne sais pas. Et c'est beau de dire tu sais pas. Faut apprendre à dire tu sais pas. C'est très très beau comme phrase. La science dit je sais pas tout le temps. Et de temps en temps, à force d'expérimentation, à force d'observation et à force d'humilité vis-à-vis des choses, elle peut dire ça, on commence à savoir. Mais toute la poche d'ignorance qui nous reste là, on l'aime parce que c'est notre domaine. C'est notre terre de jeu, c'est ce qu'on sait pas. Alors si vous vous pointez en disant mais si, parce que c'est par machin, un truc, ben non, vous gâchez tout. Et donc les mondes parallèles? Bah, il serait question que dans la physique quantique, quand tu observes une particule, elle n'a pas le même comportement que si tu ne l'observes pas, et qu'elle change son comportement, et que potentiellement, elle a exactement le comportement miroir à l'autre bout de l'univers en même temps. Je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ça, mais en tout cas, la connexion de tout ce qu'on observe, on vit quand même dans un monde qui n'est pas à notre dimension. En tout cas, instinctivement, on ne peut pas ressentir l'univers. Les échelles sont trop grandes. Ça n'est pas possible. Le nombre de galaxies qu'on peut observer, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas encore derrière le triple, le quadruple ou à l'infini. Instinctivement, ce n'est pas possible que ça nous parle. Pas plus que l'infiniment petit. Je parle bien instinctivement. On peut observer des choses, mais sentir. Est-ce que tu crois à l'existence d'une autre Terre? Mais qu'est-ce que tu appelles une autre Terre? Bah, une planète avec de la vie, des habitants. Alors moi, je crois qu'on cherche des habitants qui nous ressemblent, parce que je crois qu'on se sent extrêmement seul. Parce que ici, il y a une planète qui abrite un truc qu'on a appelé la vie. Voilà, il y a effectivement une température, une gravitation qui permet que ça existe. Et la vie, c'est ce qu'on connaît, nous, ici. Et dans la vie d'ici, on n'a pas de fraternité. On ne peut pas prendre un animal, un arbre, on ne peut pas prendre... Et puis lui parler, vraiment. On est hyper ému quand un dauphin vient jouer et puis nous faire 2-3 sauts à côté du bateau. Mais c'est tout, on n'a pas de... On ne peut pas se confier. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'homme a très vite inventé des pairs, des surveillants, des dieux, évidemment, des gens qui jugent, des gens qui s'occupent de lui, machin, etc. Puis après, ça a été autre chose, mais on se sent très seul. Et du coup, notre notion de l'exoplanète, de la jumelle de la Terre, qui abriterait la vie, en fait, tout le monde espère secrètement que ça abrite une vie qui permette qu'on puisse se confier et partager. Et enfin, discuter de l'univers avec d'autres gens qui nous comprennent, qui ont 2 pieds, 2 jambes, peut-être une paire de jeans, une paire de pompes, et puis qui ont un câble Ethernet à nous balancer, des gens enfin avec qui on puisse communiquer. Mais ça ne se passera pas comme ça. Est-ce qu'une fois la trilogie de Kaamelott terminée, que tu auras composée, montée, orchestrée, post-produite, est-ce que l'espace, c'est un terrain de fiction qui peut t'intéresser? Je pense que je commencerai quelque chose
avant d'avoir fini Kaamelott, qui concerne pas forcément l'espace directement, mais la technologie. Oui, je suis un grand amoureux des machines et des inventions de l'homme pour s'épargner des tâches difficiles. C'est quoi la dernière invention qui t'a fasciné? Je trouve que la voiture électrique aurait toujours dû être électrique. La voiture aurait toujours dû être électrique. D'ailleurs, elle l'était. Parmi les premières voitures, il y avait l'électrique. Mais il y a un mec que j'ai vu sur Internet qui dit un truc très juste, parce qu'il y a des gens qui disent l'électrique, ouais, c'est pas comme les voitures normales, j'ai pas envie de m'y mettre, c'est un peu compliqué, machin, etc. Là, juste, la voiture électrique, c'est incroyable. On est d'accord? Au-delà d'être un peu plus propre, etc. Pas que, je sais, mais quand même pas mal. Je veux dire, il y a 7 pièces mobiles dans une voiture électrique, parce que le moteur électrique est naturellement rotatif. Donc, ça fait rouler des roues, et c'est absolument incroyable, et c'est fait pour ça. Mais imagine qu'on n'ait eu que des voitures électriques, et qu'à un moment, il y a un mec qui dit, les gars, j'ai trouvé un truc, c'est étonnant. En fait, on arrête l'électricité, et en fait, par un système de pistons, on va faire des explosions à l'intérieur de cylindres, et en fait, avec quelque chose comme 300 pièces, on va pouvoir refaire un mouvement rotatif à partir d'un mouvement rectiligne. Et en fait, ça pourra entraîner des roues et ça pourra faire des voitures qui marchent avec du pétrole. Donc, avec des dinosaures fondus qu'on n'a pas dans nos pays, mais qu'on va aller chercher plus loin et qu'il faudra acheminer en pipeline jusqu'à nous pour faire des voitures qui sont... Ah, mais elles sont plus rapides? Non, moins. Mais elles sont peut-être plus propres. Ah, non, elles pètent de la merde, gros, mais tu peux pas t'imaginer. Ok, mais alors elles ont un avantage. Oui, elles font beaucoup de bruit. C'est pas forcément un avantage. Enfin, en tout cas, voilà. Et puis, on pourra la recharger chez soi. Ah non, il faudra aller dans des endroits spéciaux dans lesquels on acheminera ce fameux pétrole, mais qu'il faut raffiner avant, parce qu'on ne peut pas l'utiliser comme ça. Et ça va puer, ça va polluer, ça va forcément bousiller quand même pas mal la planète. Mais tout ça pour un truc qui est un peu moins bien. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça qu'on veut voir sur scène, Alexandre. Ok. Bon, pourquoi pas. Voilà, rendez-vous sur scène. Ok. Et en salle pour aller voir Kaamelott, la première partie de la deuxième partie. La première partie du deuxième volet. C'est ça. Tout le meilleur pour Kaamelott. Merci, monsieur. Passez une excellente soirée et allez voir Kaamelott.